Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour cette matinée donc inaugurale. On verra donc pour ce soir tout à fait tranquillement. Venez, je vous en prie, messieurs, donc pour ouvrir avant notre première plénière qui va consacrer donc les différents intervenants pour parler de ce 11e programme. Mais tout d'abord, évidemment, pour vous accueillir, c'est un peu une tradition donc pour cette 19e carrefour de l'eau. Eh bien, tout d'abord, cher Luc Renaudin, pour le réseau Idéal, en tant que directeur général adjoint d'Idéal, quelques mots s'il vous plaît pour nos amis ici présents. On va revenir aussi tout à l'heure sur sur de nouveau les priorités. J'ai envie encore de réinterroger un peu Martin Guton. Mais Christian Rimbaud, prenez le micro s'il vous plaît. Christian, vous êtes le président du syndicat du bassin du Vicoin. Alors là, nous allons aller, on va remonter, on va être du côté du... On est proche de Laval. Nous sommes sur un affluent de la Mayenne. Et là, ça va nous faire du bien de montrer, parce que vous avez reçu, donc vous avez été un des lauréats des trophées de l'eau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc qui soutient donc des initiatives qui sont extrêmement positives. On est absolument dans le bon état, donc dans la reconquête et le bon état écologique des eaux, une fois de plus, si vous voulez. Alors, Christian Rimbaud, donc je rappelle, président de ce syndicat du bassin du Vicoin. Moi, je salue Nicolas Boileau aussi, donc qui est dans la salle et qui est ce technicien que l'on a vu, qui est génial parce qu'il faut être un sacré négociateur. Après Thierry prendra le micro parce qu'il avait une réaction intéressante, mais vous faites partie quand même des élus qui avaient été précurseurs sur la continuité écologique, là. Tout à fait. Ça fonctionne. Bon, d'abord, je vais présenter le bassin du Vicoin parce que c'est important quand même. C'est un petit bassin dans la Mayenne. Ici, on est tout petit. C'est un syndicat qui fait 23 000 hectares, 53 km de rivière. On a 250 km d'affluents. Et puis, on a 18 communes qui représentent un peu notre syndicat. Donc, on a créé, comme on l'a bien vu, le Creux en 2009. On l'a mis en place de 2009 à 2014. C'est là qu'on a fait une grosse partie du travail, aménagement des moulins. Et puis, ça n'a pas toujours été facile. Ça a été presque 8-10 ans de négociations avec les propriétaires. Il faut savoir ça. Là, je salue Nicolas qui a fait un travail de titan, puisqu'il fallait négocier, renégocier, rediscuter. Et pour la fin, personne ne signait, donc il fallait repartir à zéro. C'est pour ça que quand on est ici dans la salle, là, on a l'impression que tout est facile. Mais je peux vous dire, c'est pas du tout facile. Oui. Ça, je voulais le dire un petit peu, parce que c'est important.
le temps de se dire bonjour. Tu vas bien? Alexandre. Moi, je suis agriculteur depuis 1984. Bon, j'ai un parcours, disons que j'étais de familial chez mes parents, juste après mon BEPA. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir des copains du bourg, j'appelle ça comme ça, et qui allaient aux études. Et moi, le week-end, quand je les retrouvais, disons, je trouvais tellement fantastique tous les échanges qu'on pouvait se donner. Et ils venaient chez moi à la ferme, disons, me voir, et on discutait, on échangeait. J'allais au foot en même temps, et puis toujours pareil. Et puis un jour, j'ai dit à mon père, j'étais familial jusqu'à mes 21 ans, j'ai dit à mon père, écoute, je repars à l'école. Tu regrettais de ne pas avoir fait d'études? Voilà, quand j'ai vu tous mes copains qui étaient en université, tout ça, et je suis reparti à l'école à 21 ans. Pour situer, tu venais d'où? Tes parents étaient où en ferme? J'étais agriculteur ici. Ici, c'est où? Ici, à Port-Brouillet-la-Monnerie. À Port-Brouillet-la-Monnerie. Ouais. Et j'étais avec eux, disons, j'étais de familial. À cette époque-là, quand on naissait en ferme, ouais, on travaillait à la ferme. on travaillait à la On était Et mon débordeurs, frère quoi. était avant moi, de familial aussi. Et lui, il a pas été longtemps. Il est parti, il est vite fait. Et mes parents étaient contents, j'avais un deuxième fils qui pouvait prendre le relais. Donc pour eux, c'était bien. Ils faisaient quoi? Vaches? Vaches, vous savez, un système tout à fait familial. Hein. Il y avait une vingtaine de vaches, et puis des bœufs. Et puis on faisait que très peu de maïs, en fin de compte. C'est l'agriculture bio qu'on rencontre aujourd'hui. Culture tout manuel. On faisait le désherbage du blé à la main. On fanait à la main, des fois, ça nous arrivait de faner à la main. Donc, bon, moi, j'avais plutôt une autre façon de penser de l'agriculture. Donc, c'est là que je suis reparti à l'école. T'es parti où à l'école? Alors, je suis parti à Port-Brouillet. Alors, j'ai fait une année de préformation, une remise à niveau bac. Pendant 6 mois, je vous dis pas la galère, parce que quand on est 2-3 ans sans travailler un petit peu, faire travailler les neurones et qu'on repart à l'école, eh bien la première année, les premiers mois, c'était très dur. Donc, moi, je croyais arrêter même, mais bon, on est tous dans le même bateau. De toute façon, tous les jeunes qui étaient avec moi étaient en remise à niveau. Donc, je suis parti une année en préformation, on appelle ça comme ça, remise à niveau, et après, je suis en formation technique pour être technicien agricole. C'était ça ton ambition? Oui et non. Ton rêve de gosse? Non, Enfin, mon rêve de gosse, c'était m'installer en ferme? en ferme. C'était un phénomène. Hein. Moi, j'étais une salle de traite. Mes parents, ils venaient voir la salle de traite. C'était révolutionnaire. Eh ouais, j'imagine. Ah oui, parce que mes parents n'avaient jamais vu une salle de traite. Donc, ils habitaient pas loin. En plus, ils venaient. Le jour qu'on a amené les vaches ici, c'est le 22 août 85. Vous voyez, j'ai toujours une date en tête. On a traité la première fois pour les vaches ici, le 22 août 85. Et puis, moi, c'est ce qui était intéressant pour mes parents. Enfin, ça a soulagé mes parents, c'est que mes parents avaient problème de santé un petit peu. Ma mère problème de genoux, arthrose un petit peu. Donc, ça a permis de soulager beaucoup mes parents, disons. Donc, mes parents sont restés à côté à travailler avec leur système tout à fait familial. Eux, ils sont restés en ferme? Oui, D'accord. sur Jusqu'en quelle année? 22 hectares jusqu'en 90, 92. D'accord. Hein. Et moi, j'avais mon exploitation en production laitière à côté. Donc, il y avait de l'échange de matériel, il y avait de l'échange. Et puis, je suis devenu président de CUMA. Tu peux préciser ce qu'est la CUMA pour Une les gens coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun. C'est-à-dire qu'on achète Coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est en commun parce que on achète du matériel en commun. J'étais président pendant 22 ans. Et en quelle année? Je ne suis pas marié. Ah, tu t'es pas marié? Je ne suis pas marié. Moi. On est resté, on est en pacsé, tout ça. On est dans l'ordre du jour, mais on n'a pas eu le temps. Tu as eu plusieurs révolutions, toi. Ah bah oui, T'as tout à chaque fois. En 10 ans, tu as eu tout de front. À chaque fois. On est en 1994. Ouais, il y en a eu plein. Tu as 4 enfants. Ouais. Tu as une exploitation toute nouvelle qui bouleverse celle de tes parents, qui Ouais. est une tradition séculaire. Oui, tout à fait. Et puis, toi, tu dois apprendre l'informatique, tes enfants, tout ça de front. Là-dedans, il y a. Quand est-ce qu'arrive le Vicoin? C'est un cours d'eau, c'est une rivière qui passe en milieu de l'exploitation, d'un amont et en aval. Et avec, bien sûr, là, on a la rivière sur 3-4 km à peu près, des deux côtés par endroit, en plus. Hein.
chanté dans sa jeunesse, mais c'est tout. Ouais. Elle n'a pas continué. Puis tu vois, c'est pas son truc. Elle est trouillarde. On avait eu des très grosses inondations de rivières, beaucoup d'arbres qui étaient tombés dans les rivières, et puis personne n'avait le temps et la possibilité d'enlever tout ça. Donc ils avaient été décidé d'embaucher un technicien intercommunal, ce qui fait que le bassin du Vicoin, c'est comme ça qu'il s'est créé. Et donc le technicien il gérait un petit peu tout ce qu'il y a les moulins, plus tout ce qu'il y a de bois mort qui était tombé dans la rivière. Donc voilà, c'est pour ça que le 50 ans de bassin, ben c'est ça. Quand je suis arrivé au Vicoin, j'étais tout nouveau. Je disais rien. J'avais rien à dire, on ne me donnait pas la parole. Alors que des messieurs, des gens qu'on connaissait pas à peine, des gens qui étaient très cravatés, tout ça. Bon, je dis. Alors on nous demandait de lever la main de temps en temps pour prendre une délibération, ben, on levait la main. Quand il fallait la rebaisser, on la rebaissait. On n'avait pas grand-chose à dire, c'était fait d'avance de toute façon. Et puis il n'y avait pas trop d'échanges. Voilà. Bon, ben, moi, je me suis dit, un Vicoin comme ça, bon, faut y aller, mais je me demande ce qu'on fait là. Ouais. Bon, Ils se prenaient quoi comme décision d'ailleurs? Oh bah, c'était de l'entretien de la rivière. Alors c'était des aménagements de ponts en béton qu'il fallait remettre du béton par endroit. Est-ce qu'on doit y aller ou est-ce qu'on ne doit pas y aller? Alors qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Bon, enfin, c'était comme ça. Bon, le mandat d'après, moi, j'étais reparti dans le groupe. Donc là, si on reprend, comme il disait le président à l'époque... Vous avez été réélu? Réélu, oui. Ouais. Oui, oui. Joseph Guilbault, qui avait été nouveau président, qui était ancien directeur de DDT à la veille de la retraite. Donc il connaissait le truc super bien. Là aussi, c'est une personne qui a beaucoup œuvré pour le syndicat, pour le bassin du Vicoin, et qui a beaucoup été une pièce maîtresse de ces aménagements-là. Il voulait partir en retraite parce qu'il avait baroudé toute sa vie, il faut être juste, et il voulait arrêter. Donc moi, ça m'avait surpris un peu.
quand elle nous a appris ça, parce qu'on se disait qui va le remplacer? Personne. Moi, je me voyais pas le remplacer. Oui. Parce que vraiment, c'était une personne qui passait avec tout le monde, le conseil général, qui passait. C'est ça l'histoire, hein, c'est qu'on allait voir tout le monde. Hein. Donc Joseph, beaucoup de gens l'ont regretté hein, dans le moment, parce que il avait fait un travail du tonnerre. Hein. Donc, tu sais, un jour, il est venu me voir, et donc, tu pourrais pas prendre la place. Moi, je me voyais pas du tout dans ça, hein, mais pas du tout. Mais Parce c'est que- lui qui t'a demandé. Ouais, c'est lui qui m'a demandé. Bon, moi, j'ai dit accompagner, je veux bien, et puis il m'avait dit, quand même laissé entendre qu'il y avait une personne qui allait te suivre, c'était Nicolas. Donc, il dit, si tu es un bon technicien, il t'aura pas de soucis. Lorsque j'ai répondu à la fiche de poste, il demandait technicien au syndicat de bassin, donc ok. Il demandait des compétences en électromécanique, des compétences dans les pompes. Enfin, je veux dire, j'ai répondu à cette offre en me disant bon, je tente le coup, quoi, mais c'est pas moi, quoi, c'est pas fait pour moi. Enfin, je veux dire, je suis venu la veille de mon entretien, j'ai fait toute la rivière en voiture. D'abord, la rivière, je ne l'ai presque pas trouvée. Donc, je me disais, merde, je ne sais même pas à quoi ça ressemble trop. Je regardais sur Internet, mais je ne trouvais pas grand-chose. Et s'il m'interroge sur le nom des bleds, ça commence où, ça finit où, je vais être court. Et puis, alors, moi, l'électromécanique, j'en avais jamais fait. Enfin, moi, je suis écologue de formation. Enfin, donc, bon, alors, il y avait un peu environnement, mise en place de contrat environnement, mais c'était une ligne parmi 10 ou 12 compétences que, objectivement, je n'avais pas, quoi. Et en fait, ils m'ont posé plein de questions sur la façon dont j'allais... Enfin, quel genre de relation je comptais mettre avec les riverains. Et j'ai compris en fait tout de suite que ce qu'on attendait de moi, c'était entre guillemets un boulot de com, quoi. Un boulot de contact en fait, que j'allais être le relais entre des élus, porter une sorte de parole, quoi. Une sorte de commercial. Enfin, j'ai compris que voilà, on m'a pas demandé aucun truc sur les soudures ou l'électromécanique pendant cet entretien. Et j'ai senti que les gens avaient besoin de quelqu'un qui parle correctement, qui sache de quoi il parle et qui était capable d'avoir des relations. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est un boulot relationnel en fait, qu'on va me demander. Parce qu'on m'a très peu interrogé sur mes compétences. Bon, je crois que j'ai eu une question sur, en gros, comment ça fonctionne une rivière. Bon, voilà, enfin. Et en plus, ils ont coupé la question très vite en disant, c'est bon, il a compris, ça coule de là vers là. Voilà. Ils ont dit, c'est bon, il n'est pas trop con. Le syndicat, c'est un service technique. On fait des travaux au nom de l'intérêt général sur les cours d'eau. Donc on gère et on aménage, comme on disait avant, on gère et on aménage le cours d'eau. Parce que c'est un intérêt général que le cours d'eau, que des gens ou une organisation aient une vision globale sur le cours d'eau, parce qu'il y a des enjeux de qualité d'eau, d'environnement, d'inondation, etc. Donc la gestion se conçoit comme une gestion intégrée, comme on dit, à l'échelle du bassin versant. Donc comme on est une collectivité territoriale dirigée par des élus, les élus ont des idées et on peut leur souffler des idées. Il y a aussi des consignes et de l'argent qui arrivent d'en haut et il faut mettre ça en musique. Donc souvent on paye des bureaux d'études qui font des études coûteuses et sur le papier des choses très belles. Et, en fin de compte, et tout ça, il faut le mettre, faut le faire, faut tenter de le faire.
Et puis la DDT, l'administration, a nommé, je saurais plus dire son nom, mais nous a fait entendre que les rivières allaient connaître une révolution. Bon, on ne comprenait pas trop au départ parce qu'on faisait des réunions un petit peu. Il dit voilà, tous les ouvrages, il serait bien dans les années qu'on mette tout à plat. Tout ce que vous aviez fait avant. Ouais, tout ce qui était fait avant, tout ce qui était fait pendant tous les ouvrages faut qu'ils soient à plat pour rendre une rivière naturelle le plus possible. Qui a impulsé ça? Ça vient d'où? Ça vient des élus locaux? Non. La vérité, c'est que je schématise, mais à peine. La vérité, c'est que donc, la France, comme les États membres, ont voté une directive cadre en 2000, dite directive cadre sur l'eau, DCE, qui en gros dit que les cours d'eau doivent être en bon état écologique d'ici 2015, 2021, 2027, etc. Et 5 ans après le vote de cette directive, l'Union européenne s'aperçoit que la France n'a rien fait, c'est même pire. Et surtout, l'Union européenne s'agace d'avoir donné des milliards à la France pour des programmes Bretagne eau pure, pour réduire les nitrates en Bretagne et qu'il n'y ait plus d'algues vertes sur les plages. Et voilà. C'est des milliards et des milliards que l'Union européenne a donné à la France, et derrière, il y a zéro. Il y a zéro amélioration, il n'y a rien. Donc l'Union européenne s'agace et dit maintenant la France, vous allez vous bouger les fesses, je veux des résultats concrets, je veux des actions, je veux des trucs. Tous les ans, vous me ferez un rapport de ça, vous vous débrouillez, quoi. Et là, ils disent pas on va vous financer, hein. Ils disent maintenant c'est bon, on vous en a assez donné, vous vous débrouillez. Donc ça arrive au niveau ministériel. Le ministre, il appelle, il fait une réunion, il engueule tous ceux qui sont en dessous, en disant vous me trouvez du fric et vous me trouvez des actions, il faut qu'on avance. Et donc l'État va voir sa banque dans le matière de l'eau, son agence environnementale, parce qu'en fait l'État a beaucoup d'agences environnementales sur lesquelles il s'appuie, et là c'est l'agence de l'eau. Elle lui dit voilà, vous avez des crédits, vous utilisez l'argent, il me faut des actions fortes, il faut qu'on avance dans la restauration écologique des cours d'eau. Donc on est parti dans toutes les mairies qui étaient principales, un petit peu, les mairies qui étaient principales du bassin du Vicoin. Donc on est parti exposer un petit peu nos façons de faire, ce qu'on voyait, ce qu'on allait mettre en place. Donc le premier quart d'heure, les gens écoutaient. Le deuxième quart d'heure, ça commençait à murmurer. Et puis le troisième quart d'heure, c'était plutôt c'était agressif. Hein. Bon, c'était comme ça. Hein. Ouais. Donc, mais on se préparait, on savait les questions. Le syndicat ne faisait plus rien. Alors, ils n'ont pas forcément aimé ce qu'on leur a proposé, mais au moins, il a été fait quelque chose. Parce que, par-dessus tout, ce sentiment un peu d'abandon, c'est vachement perturbant pour les gens. Enfin, tu vois, c'est vrai de se sentir abandonné. On s'occupe plus de nous. Oh, le maire, il s'en fout. L'ancien maire, il était bien parce qu'il était agriculteur, il connaissait. Mais le nouveau maire, il n'en a rien à foutre de la rivière. Même l'autre jour, je l'ai appelé parce que j'étais inondé, il n'est pas venu. Ouais, moi, j'entendais ça. Et au moins... c'est pas forcément ce que les gens voulaient, mais ce sentiment d'abandon, il existait. Alors, on est revenu, on s'est intéressé à eux, à leurs problèmes. Parmi les plus importants, il y avait le lot 2, 12 sites à aménager. Donc, c'est essentiellement des travaux sur la restauration de ruisseaux, hein, affluents du Vicoin, à la Brulate, au Genêt, ici à Nuillé-sur-Vicoin, qui a absorbé le plus gros volume des travaux. Et puis dans l'autre projet important de l'année, il y avait l'aménagement de la zone humide à Huillet, on va en reparler plus longuement tout à l'heure. Parmi ces travaux, presque tout est réalisé. Et donc, le lot 2, je voulais remarquer, quand même, ça nous a coûté une dépense de 94 000 €. Oui, sur 12 sites. 12 sites en tout. L'autre gros volume de travaux, ça a concerné donc l'aménagement de la zone humide à Huillet, où le financement est partagé avec la commune. Le gros poste, c'était l'aménagement d'un platelage et d'un chemin dans la continuité du platelage, donc pour faire le tour de la zone humide, avec la création de mares, donc, où le public peut s'approcher des mares et voir par-dessus les mares donc, qui ont été créées. Il y a 2 mares importantes qui ont été créées, assez profondes. C'est volontaire, bien sûr. Et puis le cheminement... des tables de pique-nique qui ont été installées hier. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai vu. Et ça se situe à quel endroit là? En dessous du moulin du Bourg.
À proximité immédiate du Moulin du Bourg. C'est un site public, hein, là il y a la passerelle communale. Là, voilà. C'est intéressant, hein. Techniquement, pour moi, le technicien, c'est quelque chose d'intéressant. On avait un accord de principe du propriétaire qui... ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on bosse sur ce projet, qui n'a jamais voilà, exprimé de refus. Et puis quand il a eu la convention détaillée, eh bien, c'est plus qu'un Anglais, c'est un Écossais. Ils sont connus comme les Auvergnats pour la caricature. Du coup, au dernier moment, il s'est un peu réveillé en se disant, mais oui, d'accord, ils vont... Enfin, je pense que jusqu'à présent, il laissait faire, il disait oui, oui, oui. Puis maintenant que ça se concrétise, il y a eu la convention. Il s'est dit, voilà, en fait, je laisse du terrain. Moi, clairement, il nous a dit, mais moi, ça ne me rapporte rien. Voilà. Donc, je ne veux pas que ça coûte à mon locataire. Je ne veux pas que mon locataire... je veux continuer à toucher le fermage de mon locataire. Ce qui est logique, hein, d'accord. Donc, il a un petit peu renvoyé la balle sur le locataire, et le locataire a renvoyé la balle sur le propriétaire en disant, moi, je ne sais pas ce qu'en pense le propriétaire. Donc, ils nous ont tenus comme ça 4-5 mois. Tout l'été, Christian s'est démené pour voir les uns et les autres, et chacun se renvoyant la balle. Alors, voilà, peut-être qu'on va y arriver, là. Ça n'a pas été délibéré au niveau du comité syndical. Donc je vous demande, si c'est possible, de délibérer une somme de 750 € pour les droits d'éviction de ces 30 000 m²-là. Et après, sans doute que j'aurai une suite favorable au projet. Mais pour l'instant, j'ai rien du tout. Voilà. 10 ans de négociation sur certains moulins. Ouais, C'est ce que je veux dire. Comment on arrive dans un moulin avec le côté pittoresque, Alors, charmant, oui, la oui, roue à oui. eau, par exemple, Alors, et on leur dit, mesdames, messieurs, voilà. bonjour, on Bon. va devoir détruire votre moulin. Alors, enfin, je dis pas le bon mot, pardon. Aménager. Transformer. Aménager. Alors on dit, mais votre moulin là, qu'est-ce que vous comptez? Nous, on arrivait comme ça, qu'est-ce que vous comptez en faire? Bah, dit, écoutez, vous avez vu dans l'état il est? Bah, oui, on a vu. C'est plus un moulin. Bah, dit non, le droit d'eau on l'a plus, il s'en va. Si on mettait une roue en place, elle ne pourrait pas tourner parce que l'eau n'arrive plus dans. Mais d'ici, alors là, on se dit, bah, si on vous amène encore de l'eau demain et qu'on aménage ça. C'est là que ça devenait intéressant. Mais il dit, ça va nous coûter combien? Il dit, rien du tout. Ah, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Mais c'était comme ça les étapes en fin de compte. Et il fallait en faire 1, 2, 3. Et puis après, les gens, en fin de compte, c'était l'osmose. Après, tout le monde venait voir un petit peu le moulin. Tiens, le moulin de Raphaël aménagé. Tiens, le moulin de La Roche aussi. En nuit, ils ont fait un super truc. Donc voilà. En fin de compte, heureusement qu'on a eu 2-3 moulins qui ont démarré. Qui sont débloqués. Après, c'était. Alors nous, après, les communes, ils sont venus voir un petit peu les maires, tout ça. C'est vrai qu'ils se posaient des questions à leur tour parce que ça y est, ils sont en train de tout casser la rivière. On n'aura plus d'eau dans la rivière, tout ça. Bon, ça a été un parcours du combattant là. Le problème de cette infrastructure, c'est en fin de compte, c'est que
fait du plat, on remonte de 5, on fait Il du marche, plat, on ouais. remonte de 5, on fait du plat, on remonte de 5. Pour pas se compliquer. À gérer, Là, tu prenais le point ici. Oui, et ouais. puis, ouais, bon. c'était bon. Non, c'était plus simple pour démarrer comme ça en fait. Alors on est ici à Saint-Berthevin, sur un moulin qui est très atypique sur l'ensemble de la vingtaine de moulins qui existaient sur le cours, parce que c'est le seul moulin qui a traversé les âges, qui est alimenté par un bief, c'est-à-dire un canal d'amenée de 350 mètres. Alors c'est pas beaucoup, hein, on voit souvent des canaux jusqu'à 2 km de long, mais pour le Vicoin, tous les anciens ouvrages qui étaient au bout de canaux très longs ont disparu avec l'histoire pour se retrouver sur des moulins contigus à la rivière. Et là, c'est donc une particularité d'avoir un moulin qui n'est pas au bord de l'eau, qui n'est pas au fil de l'eau. Le bief parcourt donc une prairie et la prise d'eau se trouve bien sûr sur le Vicoin. Nous, on veut amener un dénivelé le plus faible possible pour avoir soit pas du tout d'ouvrage à faire, bon là c'était pas possible parce qu'on devait de l'eau au moulin, soit si on a un ouvrage à faire en substitution du barrage, un ouvrage qui soit le moins haut possible et du coup qui soit le moins pénalisant pour le poisson. Et aussi pour les finances, parce que plus on fait un ouvrage haut et long, plus ça coûte cher. Ouais. Donc on a passé 2 ans à discuter sur plusieurs scénarios avec la propriétaire et puis on a abouti à un compromis. C'est-à-dire que la propriétaire, elle, a fait un pas dans notre direction en disant « j'accepte la suppression du barrage, je sais que je perds en potentiel hydroélectrique. » Évidemment. Je sais, j'assume ce choix d'avoir moins de capacité hydroélectrique. Et le syndicat, lui, fait un pas vers la propriétaire en disant « on maintient un ouvrage, on vous satisfait le droit d'eau. Ouais. On vous finance l'intégralité des travaux. Hein, c'est un budget de 55 000 € hors taxe ici. J'allais te poser comme question. 55 000. Ouais. D'ailleurs, qui paye? Donc la collectivité au sens argent public, bien sûr. Donc l'agence de l'eau, le département, la région, et puis les communes adhérentes du syndicat. Donc indirectement, chaque citoyen qui paye un impôt, notamment à sa collectivité territoriale. Okay. Les propriétaires ont reçu de nombreux courriers du préfet leur disant attention, si vous dépassez le délai, je vais sévir. Ouais. Vous avez une obligation, attachez-vous les services du syndicat, c'est la meilleure option que vous pouvez faire. Ils apporteront des compétences et des finances. Et des solutions. Et des solutions, ne travaillez pas contre eux mais avec eux. Ouais. Donc tout ça, je pense, ça fait son chemin. On a eu, oui, peut-être au début une position très technocratique en disant, voilà, c'est comme ça, il y a l'Europe, il y a la qualité d'eau, il faut faire ça. Il y a une sorte de défiance envers l'Europe. Il y a une sorte de défiance envers l'administration en général. Voilà. Plus elle est éloignée, plus il y a de la défiance. Voilà, donc c'est vrai qu'au début on y est allé à marche forcée, c'est vrai qu'on a fait énormément d'arrasements et ça a pu inquiéter. Alors les gens, légitimement, ont fait valoir leurs droits. Tout ça s'est terminé devant les tribunaux. On a conservé notre légitimité à faire ça. À partir de là, on s'est vu sur des bases beaucoup plus sereines, quoi. Il fallait que l'abcès soit percé, de toute façon. Ouais. De toute façon, on travaille pour le temps long. Hein. Moi, je ne travaille pas pour demain, je travaille pour dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Voilà. Mais localement, c'est beaucoup plus apaisé avec les personnes. Hein. Et il reste aujourd'hui très peu d'ouvrages. Hein. Donc, cet ouvrage-là, c'est le dernier ouvrage du Vicoin qui a été arasé. Vous avez fait les 24 sur les 26. Les projets pour le futur, c'est quoi? Alors,
Parce que tu n'arrives Le... pas au bout d'un truc en te disant, bon bah... Si, c'est une énorme étape Ouais. qui vient d'être achevée. Hein. C'est clair que c'est vraiment une énorme étape. Mais aujourd'hui, on est déterminés, les élus, le président, nous les techniciens, on est déterminés à travailler, s'éloigner un petit peu de la rivière. Ouais. La rivière, on peut considérer qu'on a restauré sa morphologie, sa forme, ses écoulements. Le poisson va et vient très bien, maintenant à lui de faire le job. Ouais. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore des perturbations qui viennent de l'extérieur, qui viennent des pratiques culturelles, qui viennent d'une urbanisation aussi pas toujours maîtrisée. On sait que les contraintes sur l'environnement, sur le milieu, ils viennent aussi de l'extérieur. Donc plus que jamais, on a envie de travailler sur L'autour, quoi. l'autour, le lit majeur, ce qu'on appelle techniquement le lit majeur, Ouais. c'est-à-dire toute la zone couverte par les eaux en cas de crue. Et là, ça passe par les haies, ça passe par la qualité d'eau, la façon de mettre en culture, la façon d'exploiter. Ouais, là, c'est un super gros C'est je dirais, c'est presque encore plus énorme Mais ouais. que ce qu'on a réussi à faire en 10 ans. Ensuite, quand ce béton est fait, tu remplis. Tu remplis avec ton frontation. L'avenir du syndicat en lui-même, c'est quoi? Est-ce qu'il va être absorbé par une entité plus grosse? Est-ce qu'il va faire partie de quelque chose? Ah, c'est une très bonne question parce que on est en train de la gestion du milieu aquatique, c'est la GEMAPI qu'on appelle, en prévision des inondations, le PI après. Et c'est mis en place en
en janvier 2014. Et on savait que la loi passait et qu'on aurait un regroupement des bassins. Donc, à horizon, quelle année Ah bah, c'était normalement 2017. D'accord, c'est là. Hein. Ouais, mais 2016 avant, après 2017, et ce sera en 2018-2019, ça va être l'année charnière. Donc nous, au niveau du syndicat de bassin, comme on travaillait déjà en intersyndicale, donc on avait déjà 5 syndicats ensemble qui travaillaient, qui avaient mis en commun les moyens humains, les moyens matériels. Donc voitures, ordinateurs, tout ce qui en sert, tronçonneuses et tout ça. Donc on avait déjà un travail de collectivité. Si bien que ça ne nous posait pas trop de problème de se regrouper davantage, d'officialiser, de mettre un statut commun, tout ça. Sauf que dans notre système, on avait il y a une partie qu'on appelle aujourd'hui une dent creuse, c'était Laval-Aglo, qui n'avait aucun syndicat. Et 3 syndicats comme ça, on va se regrouper. Donc demain, on va voir la Joanne, un gros syndicat comme nous, à peu près, un peu plus gros que nous, Laval-Aglo, et un petit syndicat qui était proche la Joanne, l'Ouette qu'on appelle, qui va s'appeler Javot, Joanne, Laval-Aglo, Vicoin et l'Ouette. Vraiment, c'est comme ça. C'est quelque chose qui te fait peur ou pas, ça? Alors, non, parce que au départ, ça m'a fait peur. Comment on allait se grouper. On a réfléchi de notre côté, hein, parce qu'on voulait pour que ce soit l'administration qui décide pour nous. C'est ça, vous aviez peur que Laval-Aglo absorbe tout ça, et puis qu'après, on n'ait plus plus décisionnaire. Décisionnaire, et puis qu'on n'ait plus la même efficacité. Parce que ça. Moi, j'ai bien compris une chose. Se grouper dans mon syndicat, dans le syndicat du bassin du Vicoin, les gens me rappellent, AUG disait, c'est bien gentil de se regrouper, mais il faut qu'on soit quand même, nous, des décideurs. Nous, les gens du bassin, nous, les gens qui sont titulaires du syndicat, il faut qu'on soit quand même nous qui décidons tout ça. Qu'on n'ait pas à lever la main, la baisser, rien dire. C'est ça. Donc ici, on est dans l'ancienne usine Pebeco. Pebeco, ça a été un des derniers noms, mais elle a eu plusieurs appellations. En tout cas, c'est une fonderie historique, parce que l'étang, elle est contiguë à un étang qui servait à l'alimentation de l'énergie à l'époque, qui date du XVe siècle. Et c'est un site emblématique du Vicoin pour tout un tas de raisons. D'abord, c'est le plus gros étang du bassin, donc 50 hectares en eau. C'est la plus grosse digue, donc hauteur de chute entre l'amont et l'aval.
Et puis bien sûr, elle est surtout connue pour son industrie. Donc ses forges dans un premier temps, l'étang de la forge, sa forge, et puis ensuite toute une évolution industrielle qui a mené jusqu'en 2011, date à laquelle l'usine est en redressement judiciaire et puis l'activité s'arrête définitivement après des siècles d'existence. Et l'homme a créé un bras qu'on appelle le Vicoin qui passe totalement en rive droite de la vallée. Et puis pour l'activité, en tout cas sous la dernière forme, sous la forme contemporaine, un bras à l'intérieur de l'usine qui permettait d'alimenter une turbine. Mais ça, c'est une évolution relativement récente. Donc ça, au fil du temps, au 19e siècle ou au début 20e peut-être, je ne sais pas, on détourne, on fait 2 bras, donc un cours d'eau extérieur et un autre cours d'eau qui passe dans l'usine, j'imagine, auprès du barrage, et qui permet de créer l'électricité, c'est ça une turbine Oui, alors la turbine, enfin l'arrivée d'eau dans l'usine, elle avait peut-être des tâches, des fonctions de nettoyage, de refroidissement, mais surtout, je pense, création d'énergie à partir d'une turbine horizontale. Tout s'est figé, on a l'impression que ça s'est arrêté il y a très peu de temps, à part la végétation qui commence à reprendre. Mais donc j'imagine que toi, ton regard en tant que technicien, quand un site comme ça s'arrête, quel est l'impact sur l'eau après? Est-ce que tu constates, toi, des choses ou l'impact réel Alors l'impact réel, il est avant tout, sans doute, social et économique, parce que le Port-Brillet se construit autour de cette fonderie qui a plusieurs siècles, et puis quand tout s'arrête, on comprend bien que c'est un drame social, et économique. Au-delà de ça, c'est vrai que le site, un site de fonderie, c'est une activité polluante. Donc je ne maîtrise pas bien les process de fabrication, mais aujourd'hui on sait qu'il y a des déchets de four qui sont un peu partout, qui ont été laissés en place. On voit l'état noir là. On sait qu'il faut énormément d'argent pour dépolluer ce site. En même temps, ces sables, ils sont là, ils sont en place, ils sont fixés. On a fait, nous, pas pour vérifier cela, mais pour nos propres données sur le bassin du Vicoin, on a fait des pêches, on a fait des inventaires, on a trouvé des poissons. Il y a des espèces qui sont là et qui ne témoignent pas d'une pollution chronique de l'eau. Donc, certes, le site mériterait une dépollution vis-à-vis de la santé humaine et vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et il faudra qu'elle arrive un jour, c'est pas possible de laisser ça comme ça. En même temps, je considère ce site-là comme à surveiller plus que comme un danger imminent. Mais aujourd'hui, il paraît illusoire et hors de coût de pouvoir remettre ça à l'état naturel, entre guillemets, si tant est que c'était faisable. Le site est trop anthropisé, on a trop d'incertitudes sur les matériaux, sur ce qu'on trouve en dessous, sur des centaines d'années de stockage de matériaux. On sait que le site a été remblayé, j'imagine, avec les déchets de four, en grande partie d'ailleurs. Lorsqu'on a eu un accident sur une berge qui s'est effondrée au bord du Vicoin, on a bien vu que ce qu'il y avait en dessous de la dalle roulante, c'était du remblai de four. On trouvait les morceaux, on trouvait toutes les pièces cassées. Aujourd'hui, il vaut mieux fixer les choses comme ça. Quel processus? C'est-à-dire on fait rien? C'est-à-dire on fait rien, quoi. C'est-à-dire qu'on fait rien. On consolide les berges pour ne pas qu'on ait d'effondrement, pour qu'on n'ait pas on dit fluage, qu'on n'ait pas d'écoulement de ces matériaux dans la rivière. Il vaut mieux stabiliser les berges, laisser-les en l'état et ne plus trop y toucher, quoi. Le site se revégétalise, effectivement, la nature, en particulier la végétation, fait peu de cas dès que l'homme arrête de maintenir une pression d'entretien, la végétation se développe. Effectivement, il y a des arbres qui ont déjà... Et malgré les métaux et Oui, alors certaines plantes aiment ça, certaines plantes les fixent. En fait, ce qui est intéressant dans cette végétation-là, c'est qu'une grande partie va s'alimenter, transférer les métaux lourds dans leur métabolisme et l'intégrer en fait à leur matière. Évidemment, lorsqu'elles meurent et se décomposent, ces métaux retournent aux sédiments. Mais on sait que les plantes ont une forte action dépolluante. C'est plutôt une bonne chose, en tout cas c'est plutôt une bonne chose que la végétation pousse.
on sait que dans 100 ans, aujourd'hui, il n'y aura plus d'étang Port-Brouillet. L'étang de Port-Brouillet traversé qui traverse par le Vicoin. D'accord. Et dans 100 ans, il n'y aura plus de Vicoin, il n'y aura plus d'étang. L'étang, elle sera pleine de terre. Donc, en faisant un petit peu... Un plan d'eau en barrage, c'est une zone en surlargeur. C'est de la mécanique toute bête. Les vitesses de l'eau sont ralenties. Comme la vitesse est ralentie, les particules se déposent. Voilà. Je pense que je ne sais pas dans quelle classe on apprend ça, mais c'est tout bête. Au collège, en fin de collège ou au lycée. Voilà. Si vraiment l'étang, elle avait été chargée en terre depuis 1750, il y a longtemps qu'elle devrait être pleine de vases. Ouais. Ça veut dire qu'on a rempli l'étang, là, Il y a un processus qui s'est déclenché. Oui, depuis 30 ans, je dirais, depuis 30-40 ans, il y a un processus qui s'est engagé qui fait que l'étang se remplit de terre. Le début de l'envasement, et on a fait des prélèvements de vases, ce qui nous permet d'être certain que l'origine de ces sédiments, elle est de l'érosion de sol. Et c'est évident que cette érosion, elle vient en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie, de la mise en culture, en fait, tout simplement, de la mise en culture du territoire. Même si le bassin versant du Vicoin, on n'est pas dans des plaines céréalières très importantes, mais quand même... 40 ans de labour parfois, clairement, les sols, l'eau entraîne les fines via les systèmes de drainage ou via le ruissellement. Et puis ces matériaux arrivent et ils se stockent dans l'étang parce que là, rien ne passe. Rien ne passe, tout s'arrête là. L'étang, c'est un décanteur parfait. Là, encore une fois, si les bassins versants n'avaient pas été déstructurés comme ils l'ont été, les plans d'eau, on n'en parlerait pas. L'impact, tout le monde admettrait que l'impact n'est pas si important que ça, etc. Puis il y a une nouvelle dimension qui est le réchauffement climatique. Et comment on anticipe ce effectivement possible manque d'eau l'été avec des plans d'eau, parfois des énormes étangs qui évaporent énormément d'eau, et cette eau-là, on ne la retrouve pas dans le milieu naturel en aval. Donc on va avoir des secteurs, est-ce qu'on va avoir des secteurs de rivières taries parce que tout est intercepté par certains plans d'eau. On avait fait des modélisations sur ce plan d'eau qui est aussi un prélèvement d'eau potable, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On sait que les étés très 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 secs, cet étang s'abaisserait de 80-90 cm. On arriverait au niveau de la prise d'eau, donc on serait à la limite de pouvoir prélever pour la potabilité. Donc on voit bien qu'on entre en conflit avec des enjeux très très forts. Ouais. Et donc ce plan d'eau... Il faudrait quoi, le racler? Il faudrait le curer pour le maintenir en vie plusieurs décennies de plus. Et après on se heurte à un pragmatisme financier. Ça coûte extrêmement cher, des sommes absolument pharaoniques. Ton point de vue là-dessus, c'est quoi, toi? Mon point de vue, c'est que ce plan d'eau ne sera jamais curé. Non. Donc il va mourir de sa belle mort dans un siècle. Oui. Entre-temps, connaissant ce risque, on aura trouvé des sources d'alimentation en eau. Plus ça va, plus je pense, mais je crois que le syndicat d'eau potable y réfléchit déjà, plus ça va, plus il faut que ce prélèvement qui est fait dans le milieu naturel, on sait qu'il est peut-être un jour condamné. Donc il faut anticiper de trouver une substitution à ça et trouver une source d'alimentation en eau potable ailleurs. Ça, c'est l'enjeu pour les 10 prochaines années, je pense.
temps de mettre le bouchon, j'ai mis une bouteille à le bout que j'ai vu que j'étais baisé. Ah oui. Ça remontait là-bas, en haut, là-bas? Bah oui, ça remonte par là. Moi, je pensais pas que ça allait venir autant que ça par le chemin. Mais tu vois, faut venir voir pour Ah savoir. non, mais attends. Non. Sauf que par derrière, là-bas, Ouais, là, on a fait une connerie. on a fait une petite bêtise. C'est pas lui. Bah là, elle vient par là. Bah, qu'elle passe par là, je veux bien, mais là. C'est ça? C'était maintenant. Ah bah oui. Va travailler dans des circonstances pareilles. Ah bah non. Ah bah oui, si j'avais pu foutre un coup de pelle là-bas le bout, j'aurais été prêt avec tout un coup de pelle avec vous. Ah, punaise, on a touché, on a volé le coup. Alors, je regarde tes bêtes, moi. Elles me font beaucoup. Ah bon? Ouais. Celle-là, elle est croisée dans Saint-Nombre, celle-là. Je l'ai vendue à 21 mois parce qu'il était fou, cet ancien tracteur. À 21 mois, en Torillon, 631 kg net de viande. T'as vu ça, t'as 21 mois? Il y a un certain nombre de catastrophes naturelles qui tombent sur pas mal de pays, pas mal de gens de manière récurrente. Depuis qu'on parle vraiment du réchauffement climatique, depuis 10 ans, on se dit que l'homme a pris conscience qu'il était tout petit. D'abord qu'il avait fait beaucoup d'erreurs, qu'il était responsable de ça. Et aussi qu'en même temps, face à des catastrophes naturelles de grande ampleur, on pouvait bien fanfaronner et dire ah, non, nous on va aménager, on va créer, vous inquiétez pas messieurs dames, on va vous protéger de tout. En fait non, la nature est dangereuse parce qu'elle est parfois incontrôlable. Donc c'est pas un retour vers la nature, jardin d'Éden, on se trimballe tout nu et on est heureux et on mange les fruits qui poussent aux arbres. Je pense que c'est pas ça, c'est vraiment un discours pragmatique de se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, les éléments seront plus forts que nous. Et dans ce cas-là, à quoi bon dépenser en plus un argent qu'on n'a plus vraiment? En gros, on s'était rassuré en disant avec un certain nombre de barrages, on gérera le niveau l'été, donc il n'y aura plus de sécheresse, et on gérera les crues l'hiver, donc vous ne serez plus inondés, messieurs, dames. Et en fait, les deux n'ont pas marché très vite, parce que l'outil ne s'est trouvé pas efficient, le bassin versant, tout ça c'est concomitant du réaménagement agricole, de remembrement, d'une accélération des circuits de l'eau, d'une urbanisation aussi qui a commencé vraiment à décoller dans les années 80. Et tout ça a fait que les modèles qu'avaient les ingénieurs en tête se sont trouvés très vite dépassés. La demande sociale a évolué, on est de plus en plus nombreux et il faut de plus en plus d'eau pour que les gens satisfassent leurs besoins vitaux, c'est le cas de le dire. La demande en eau explose, on commence à sentir qu'on n'en aura pas autant qu'on le souhaite et la qualité pose problème. La qualité a posé problème parce que une qualité mauvaise, c'est des coûts de dépollution. Et là, on en revient à l'argent. On s'aperçoit qu'on a généré un système qui ne va pas être efficace et qui va coûter très cher. Et ça part du même principe de dire retrouvons des rivières plus naturelles. Pourquoi ça va améliorer la qualité de l'eau? Parce que on va utiliser la capacité naturelle de la nature. On en parlait tout à l'heure avec les fougères qui poussent dès qu'on laisse les choses en place. La nature a des capacités auto-épuratrices. Le milieu est capable de digérer une certaine quantité de pollution et il le fait gratuitement. Voilà. Et il le fait gratuitement pour le peu qu'on ne lui en donne pas trop au départ. Et pourtant, vous avez des détracteurs. Oui, parce que d'abord, tout le monde ne partage pas le raisonnement de fond. À juste titre, un argument qu'on nous oppose souvent, c'est « mais si vous voulez lutter contre la pollution, luttez à l'amont, Contre les pollueurs. réduisons la source de pollution même. » C'est-à-dire que là, vous aménagez la conséquence, mais vous ne travaillez pas sur la cause.
Alors, nous, le syndicat de bassin, on travaille que marginalement sur la cause. D'autres, on essaye tous collectivement de réduire les pollutions. On sent bien la réduction des pesticides. L'agriculture a fait des vrais progrès, c'est vrai, sur les intrants, parce que ça coûte cher, les engrais, etc. Les agriculteurs font quand même un peu plus gaffe et ils sont encouragés à le faire. Ce n'est pas parfait. Mais toi, individuellement, ton domaine d'action, enfin, personnellement, c'est l'eau, quoi. Donc, Oui. Moi, effectivement, on gère plus la conséquence. Donc cet argument-là, il est recevable, mais on peut faire les deux en même temps. Alors ce site, il a une particularité, c'est que c'est un site sur lequel, enfin cette longueur de rivière, ces parcelles, c'est un site sur lequel on a entrepris une étude sur un phénomène tout à fait nouveau,
à l'échelle des rivières en Europe, hein, qui est la propagation d'un champignon, d'un organisme qui est assez proche d'un champignon mais qui n'est pas un champignon, qui attaque les aulnes et les fait mourir. C'est un végétal, ça peut être rattaché au monde des champignons et en même temps il a des capacités de déplacement comme un animal. Donc c'est un organisme qui est un petit peu entre les deux. Et cet organisme, il existe à l'état naturel sans être pathogène, sous 2 souches génétiques différentes. Et en fait, il y a un hybride qui a été créé naturellement. Et cet hybride, lui, est pathogène. En laboratoire, il y a des chercheurs qui ont essayé de recréer artificiellement l'hybridation. Et ils l'ont obtenu en augmentant la température du labo. Ok. Conclusion, pour ces chercheurs, c'est encore un effet du réchauffement climatique. Le champignon, il est véhiculé par l'eau. Ouais. Il est absorbé par les racines de l'arbre qui prélèvent de l'eau dans le cours d'eau. Dès qu'il est rentré dans le tronc, il crée des spores, il rejette. Donc en fait, la maladie agit vraiment dès le départ. Ouais. Dès le départ. Il n'y a pas de temps d'incubation très long. Ça rentre tout de suite, il émet des spores, il produit des spores tout de suite. Ces spores retournent au cours d'eau lorsqu'il y a des branches mortes qui tombent ou par phénomène de communication. À ce moment-là, dès qu'elle est en contact avec l'eau, elle a sa petite flagelle, cette petite queue qui lui permet de faire des micro-déplacements. Alors attention, c'est pas un poisson, hein, c'est vraiment des micro-déplacements, mais ça a été démontré qu'elle est capable d'aller chercher le plot racinaire suivant en fait. Le champignon vit 3 ans dans la terre. La spore, elle s'enquiste et elle attend d'avoir les conditions favorables pour repartir. 3 ans, elle est capable de survivre. Donc, en théorie, du bois malade, la seule façon de s'en servir, c'est de le brûler dans la cheminée et de ne pas en mettre partout pour éviter de propager. Alors, on a fait l'effort pédagogique d'essayer d'informer un maximum de personnes. Après, c'est quasiment intenable. Parce qu'il faudrait en théorie nettoyer sa chaîne de tronçonneuse à la javel, à l'alcool, entre chaque arbre, chaque branche. C'est complètement techniquement impossible. Là, si ça se trouve, on marche sur des spores qu'on va ramener ailleurs, qu'on va transporter. C'est probablement le cas parce qu'il y a eu de l'aulne mort là, donc il y a probablement des spores qui attendent d'être mises dans l'eau pour repartir. Voilà. Ce dont on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on avait des niveaux d'eau très stagnants, en amont des barrages, en amont de certains ponts qui créent des rétentions, on a une infestation qui est statistiquement plus importante qu'ailleurs. On s'est aperçu aussi qu'on avait plus de maladies en aval des stations d'épuration. Ouais. Ce qui est le cas ici, hein. On est en aval de la station d'épuration de Port-Brillet. Okay. Ça ne veut pas dire que les stations ne marchent pas. Non. Simplement, il y a quand même un enrichissement du milieu. Et en fait, nos 2 observations ont la même conséquence, c'est-à-dire que dans des eaux où il y a plus de nutriments, donc eutrophes, et qui sont stagnantes, on crée des conditions en fait favorables, comme une sorte de bouillon d'élevage, voilà, on crée des conditions, et dans les secteurs lents, les eaux se réchauffent très vite. Et ce champignon, il aime la chaleur. Au printemps, il aime la chaleur. Et plus la température est importante, il a un degré optimum à 22 degrés, je crois. Donc plus la température est importante, plus il est actif. Et plus il est infestant. Plus il est infestant. Dans certains secteurs, hein, c'est 80, quasiment 100% de mortalité. Nous, aujourd'hui, on est entre 30 et 40 en ce moment. Cette coexistence entre parasites et hôtes, c'est vieux comme c'est l'histoire de la vie, exactement. Par contre, là, on demande à des espèces qui ont des millions d'années de s'adapter à un truc qui a même pas 20 ans et on est voilà, c'est le grand malheur de cette histoire de réchauffement climatique, c'est que on crée des changements trop brusques. Des changements qui auraient mis 100 000, 200 000, 300 000 ans pour arriver, là on les crée en 20 ans. On les favorise et 20 ans, voilà, c'est pas possible.
Il y a des choses qui sont arrivées qui nous font pas plaisir. Ouais. Voilà, on a parlé du Phytophthora, c'est son petit nom, hein, Phytophthora alnii. Il y a aussi le retour de certaines espèces qui, là, nous font très plaisir. Effectivement, la loutre, qui est, dans nos écosystèmes européens, le prédateur supérieur des milieux aquatiques. Hein. On n'a pas des rivières en particulier, on n'a pas au-dessus comme prédateur, puisque c'est un piscivore, hein, donc ça mange du poisson, la loutre. Elle avait disparu sur le Vic alors, en tout cas. On ne sait pas si elle avait disparu ou si elle était présente en très faible quantité. En Mayenne, elle était encore présente sur l'Aron et sur certains autres secteurs, mais pas ici. Ouais. Pas ici. Ça laisse penser qu'il s'agit quand même d'une recolonisation d'un territoire perdu. Donc ça s'est fait depuis l'aval, donc depuis la Mayenne. Les animaux ont colonisé la rivière depuis la Mayenne, très probablement. Et donc aujourd'hui, c'est suivi par l'Office de la chasse et puis par Mayenne Nature Environnement. Et on a une présence régulière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des animaux installés qui, on suppose, se reproduisent, enfin en tout cas on l'espère, notamment dans la moitié aval du cours d'eau. C'est vraiment une espèce maintenant qui est bien implantée et c'est extrêmement satisfaisant. Moi j'y vois aussi un effet de l'ouverture, une fameuse ouverture de barrage ou suppression de barrage. On est en train de modifier la composition des poissons vers des espèces d'eau courante qui sont beaucoup plus intéressantes et qui sont vraiment son optimum alimentaire à elle. C'est-à-dire la loutre. Une espèce de prédation. Voilà. On a toujours une biomasse intéressante. La preuve, pour que ça supporte la présence de prédateurs en haut de la chaîne alimentaire, c'est qu'en bas, logiquement, théoriquement, il y a tout le socle, et y compris en quantité et en qualité. Ce qui favorise aussi son retour, quoi. Le castor, c'est différent. C'est une espèce qui est en train de recoloniser aussi à partir de réintroduction d'animaux sur le bassin de la Loire dans les années 80. D'accord. Ah oui, c'est pas du tout le même schéma en fait là. Population donc réintroduite sur la Loire, qui a mis du temps à s'installer, à prospérer, et maintenant qui remonte tous les affluents de la Loire, de la Maine, enfin, etc., tout le bassin de la Loire. Et donc, cette espèce arrive en Mayenne, elle est en Mayenne depuis quelques années. Elle était cantonnée au cours de la Mayenne, Ouais. et là, elle remonte. Là, elle remonte tous ses affluents. Donc la Joanne, le Vicoin, pour les secteurs sur lesquels je travaille, sont colonisés. C'est pas vieux, hein, on a des certitudes depuis cette année seulement. Donc c'est vraiment le début de la colonisation. Mais on trouve des traces, on trouve dans certains secteurs, on trouve les fameux arbres taillés en crayon, sur lequel il se fait les dents. Voilà. Il faut vraiment qu'on valorise le fait qu'on est en train de reconquérir des espèces animales vraiment classées en haut de la chaîne alimentaire, hein, parce que le castor, il n'a pas de prédateur. Hein. Ouais, pareil. Chez nous, on est vraiment sur un... Alors, c'est un végétarien, mais il est en haut de la pyramide, et que c'est plutôt un gage de bonne santé des cours d'eau C'est ça. qu'une nuisance, quoi. Même si ponctuellement... Pour vous, c'est le témoin d'une super bonne santé, quoi. Oui. Ouais. Oui, on ne peut pas imaginer, il y a de la tranquillité, il y a une végétation favorable. Alors, le castor, lui, il est indépendant de la qualité d'eau. Hein. Il ne mange pas de poisson, donc ce n'est pas son problème. Hein. Mais si on cumule les deux espèces, loutre plus castor, on est vraiment sur une reconquête assez inédite et assez intéressante, quoi. C'est-à-dire qu'écologiquement, il y a des plus, il y a des moins. Et vous devez en permanence jongler avec ça. Oui, et puis exactement, il y a du plus, il y a du moins, et finalement se réadapter. On dit toujours, c'est un peu impensif, mais la rivière est un milieu vivant. Effectivement. C'est Christian. À la vôtre. Oui, Vous êtes une santé. On construit actuellement 2 passes à bassin en génie civil, hein, donc des gros ouvrages en génie civil. Le principe des bassins en escalier, hein, pour que le poisson remonte bien. Et moi, j'y ai vu une opportunité unique d'installer un système de comptage automatisé des poissons. C'était ça mon idée. Je me dis, là, sur le Vicoin, on investit 150 000 €. C'est l'ouvrage le plus cher qu'on n'aura jamais aménagé. Il se trouve que c'est le dernier aussi. C'est-à-dire que la rivière est réouverte. De la Mayenne jusqu'à l'étang de la Forge à Port-Brouillet, le poisson peut aller et venir librement. C'est ça le boulot accompli en 10 ans, 25 ouvrages, voilà. Et aujourd'hui, on a les moyens
de contrôle. d'évaluer en fait. On dit nous-mêmes, c'est bon pour le poisson circule, ça va s'améliorer, vous allez voir, ceci, cela. Il faut qu'on le démontre, Oui, il faut le démontrer. il faut le prouver. Et là, on est dans les conditions de le faire, parce que c'est idiot d'acheter une caméra s'il y a un barrage avant, un barrage après. Là, effectivement, quel intérêt, puisque le poisson, il est coincé à gauche et à droite. Là, on est dans une situation, entre guillemets, de rivière naturelle, de ce point de vue-là, et c'est une occasion unique de regarder, effectivement, sur des petites rivières de plaine dans l'ouest de la France, on ne sait pas. On ne sait pas réellement quels sont les flux de poissons. Est-ce qu'on va avoir 10 pauvres poissons devant la caméra en un an? On va tous s'emmerder? Ou est-ce qu'au contraire, on va s'apercevoir que les poissons bougent beaucoup plus qu'on ne le pensait, que ça fait des déplacements importants, on va avoir des espèces qu'on ne voyait pas avant, etc. Tout ça, on ne le saura jamais parce qu'on n'a pas les moyens autrement de le savoir. Et ça permettra aussi de répondre, ou pas, parce qu'il faudra qu'on fasse notre autocritique. Si on voit 10 poissons par an, effectivement, on va se dire qu'on a travaillé, voilà, on a peut-être amélioré des choses, mais en tout cas sur les poissons, ça ne marche pas. Et c'est bon pour les autres collectivités C'est ça. aussi. Ça a valeur de test aussi pour les autres. Que moi, je suis rentré dans le bassin du Vicoin, je dis bien, parce que j'étais agriculteur et j'étais en bordure du Vicoin. Je voulais savoir, dans cette commission-là, comment on y travaillait, qu'est-ce qu'on y faisait, comment ça avançait. Entre les premières réunions que j'ai été et aujourd'hui, c'est carrément différent. Et je trouve que ça a avancé énormément. On ne s'est pas servi du Vicoin comme un laboratoire en faisant n'importe quoi. On a fait ce qu'on attendait de nous et ce qui nous semblait le mieux. Ouais. Voilà, dans un contexte des années 2010 et bientôt 2020. Voilà. Maintenant, on peut évaluer objectivement, scientifiquement, sereinement, si tout ça a eu du sens. On arrive à dépenser 150 000 € sur une propriété privée, chez un particulier, pour aménager un ouvrage. Il y a des élus qui n'apprécient pas ça. Ils se disent merde, il avait qu'à se le payer, après tout. Parce que toute la limite de l'exercice, elle est là. C'est-à-dire qu'on a toujours été sur la corde raide. Ce reproche-là, moi, je l'ai toujours entendu, soit de la part d'élus, soit de la part de tout un chacun, en disant ah, mais là, vous aménagez quand même chez les gens. Mais je dis oui, parce que c'est déclaré d'intérêt général. On passe au-dessus de tout propriétaire le fait que on a tous un intérêt général à avoir des cours d'eau qui fonctionnent correctement. Et c'est pas pour faire plaisir à l'Union européenne, c'est pas que ça. On a tous intérêt à ce qu'on ait de l'eau de qualité, des poissons qui vont et qui viennent, et une rivière qui fonctionne correctement. Ça, on met ça au-dessus. À partir de ce moment-là où on est d'accord pour mettre ça au-dessus du reste, il faut accepter. On règle les problèmes les uns après les autres. Donc, on va voir un agriculteur et on lui fait des clôtures, on lui fait des abreuvoirs, on aménage ce qu'on peut, etc. Des fois, ça coûte que 5 000 €. Mais après tout, à partir du moment où on a déclaré que c'était d'intérêt général, on le fait ou on le fait pas. Si à cet endroit-là, le projet il vaut 30 000 et plus loin, le projet vaut 150 000, De toute façon, puisqu'on est parti dans cette on est logique, parti dans cette logique-là, on va jusqu'au bout. Et Christian et ses élus, ainsi que les élus précédents, n'ont jamais failli là-dedans. Même si ça a fait grincer des dents, même si eux-mêmes n'étaient pas toujours d'accord de mettre autant d'argent dans certains projets, de se dire, on a signé, on a décidé qu'on le faisait, on va jusqu'au bout. Et pas pincé. Il pince et il Oui, c'est pas le sécateur, c'est pas le... sécateur. Ouais. Non, non. Donc moi ça me va, comme ça. Bon, il y a un peu de boulot ici. Ah oui, quand même. Hein. Bon, ben j'écoute, donc on est d'accord que c'est des grêlons, dis donc. On est d'accord que... Attends, je vais prendre le gabarit. 60 sur 60. Mais ça, on fait pas d'études, rien du tout. Là. Ah non, On fait ça comme ça. On va retourner voir. 60 sur 60. Ouais, 60 sur 60. 60 sur 60. Donc maintenant, tu es bien propriétaire. Hein, Ah oui, oui. donc c'est Christian Rimbaud, point. Hein. Alors moi, l'histoire, c'est pour... c'est vrai que l'eau, Oui, oui. c'est Ben, pas possible qu'on continue comme ça. Au moins que ce soit... Parce qu'autrefois, l'ancien agriculteur, je l'ai connu un petit peu, il m'a dit qu'il y avait pas de... Il y avait un fossé tout du long, et puis il n'y avait pas d'eau aller partout comme ça. Il faisait du foin, de la récolte. tu es là, Voilà, il n'y avait pas de... tu es là, et puis là.
Là, diamètre. Pour moi, ça sent le 600. Parce que... Ah oui. Ça sent le 600.